Dans le monde des avions de combat, certains noms font peur et d'autres font rêver. Parmi eux, il en est incapable de mener toutes les missions de la guerre aérienne moderne. Depuis une base ou depuis le pont d'un porte-avions, il peut chasser, intercepter, bombarder, mener des actions de reconnaissance, soutenir une attaque au sol et même porter l'arme nucléaire. Cet avion, sans doute le plus sophistiqué de sa génération, c'est le Rafale. Le Rafale surclasse tous les avions que j'ai pu piloter. Le Rafale est tellement bien fait qu'en mission de combat, il se fait oublier. En service dans les forces armées depuis 2002, le Rafale équipe aujourd'hui l'armée de l'air et l'aéronavale française. Sur le théâtre des opérations afghans, libyens et maliens, il a contribué à l'effort de guerre de la coalition internationale et apporté la preuve de son efficacité et de sa puissance. On a fait vraiment un bond en avant, une véritable révolution. On n'imagine même pas ce qu'on peut encore faire avec cet avion. Élaboré sur des choix technologiques radicaux, le Rafale a connu une genèse mouvementée. Imaginé il y a plus de 30 ans comme un avion européen, le Rafale est finalement un avion franco-français qui équipe avant tout l'armée française. Au-delà de la polémique, voici l'histoire du Rafale racontée pour la première fois par ceux qui l'ont imaginé, conçu, fabriqué et utilisé comme une arme de guerre. Bienvenue dans l'histoire du Rafale. L'histoire du Rafale, c'est vraiment une longue histoire. Milieu des années 70. Le monde est en pleine mutation, sociale, économique, mais aussi stratégique. D'un point de vue géopolitique, il est toujours divisé en deux blocs hérités de la guerre. Avec leurs alliés respectifs, les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent dans une guerre froide. Les armes en service sont issues de technologies anciennes. Beaucoup d'avions de combat ont été pensés dans les années 50 et 60. Mais la modernisation des flottes est en marche. Les F-15 et F-16 américains, tout comme les MiG-29 et les Sukhoi 27 russes, imposent leur supériorité. L'Europe, France et Grande-Bretagne en tête, ont évidemment une carte à jouer dans ce domaine. D'autant que les Mirage 3 et 4, les super étendards, les Tornado, les Jaguars et surtout les Crusader européens vieillissent. Chacun le sait, ils seront bientôt dépassés. Même si les Mirage 2000 vont bientôt entrer en service, l'armée de l'air et l'aéronavale française anticipent le renouvellement de leur flotte. En 1978, le ministère de la Défense commande à Dassault l'étude d'un nouvel avion de combat tactique. Le besoin opérationnel était simple. Un biréacteur, léger, capable de missions d'attaque au sol, mais également de missions RR. On sentait qu'il y avait un besoin d'un avion plus polyvalent. Et puis besoin aussi d'un avion bimoteur. Si l'on a un moteur en panne, on peut toujours sauver la mission avec un deuxième moteur. Ce que souhaitait l'armée de l'air et aussi dans une moindre mesure la marine à l'époque, c'était d'avoir en un seul appareil toutes les capacités qui lui permettraient de remplacer tous les autres types d'avions qui étaient en service à l'époque. Et ça fait une économie terrible parce qu'au lieu d'avoir 6 types d'avions avec des équipages entraînés sur des avions spécifiques, des mécanos au sol entraînés sur des avions spécifiques, les pièces de rechange, etc. Là, on n'aura plus qu'un seul avion dans nos forces qui remplace 6 avions précédents. Mais les crises pétrolières ébranlent les économies nationales. Les budgets des États sont en baisse, alors que le prix des nouvelles technologies explose. Dans une Europe en construction, la solution se trouve peut-être à l'échelle du continent. La France et l'Allemagne se rapprochent. Et leurs deux avionneurs, Dassault et Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB, envisagent d'inventer ensemble l'avion de demain qui pourrait devenir européen. Les Anglais ayant appris que cette coopération est en train de se mettre en place, viennent tout de suite à la table. Ce que voyant les Espagnols et les Italiens, qui souhaitaient développer leur industrie aéronautique militaire, disent « et nous, et nous ». Et nous voilà donc, à partir de 1979, à 5 pays, avec 5 constructeurs, qui se réunissent et qui avancent. Mais comment avancer? En octobre 1979, les constructeurs s'entendent sur les grands principes. Le futur avion européen sera un biréacteur multirôle. Il volera à Mach 2, à 15 000 mètres de plafond et sera disponible en 1992. Si ces caractéristiques sont acquises,
D'autres restent en suspens. Nous sommes sur une difficulté fondamentale, nous, les avionneurs, c'est que nous n'avons pas une définition militaire du besoin opérationnel qui soit commune. Les Anglais voulaient un avion essentiellement défense aérienne, un peu plus lourd d'ailleurs. Nous, la France, on en voulait un plus léger, capable d'aller sur les porte-avions. Faire un biréacteur avec une forte poussée pour chacun des réacteurs va conduire les Allemands à un gros avion, ce qui commence à s'éloigner très franchement d'un besoin français qui voulait un avion léger, agile. Ils voulaient un avion qui reste de taille réduite, parce qu'on sait très bien que le prix d'un avion, ça marche avec le poids. Plus l'avion est lourd, plus il est cher. Dès lors, la compétition est lancée entre les constructeurs. Chacun va travailler de son côté et développer son propre projet. Chez Dassault, comme chez ses concurrents, on cherche la meilleure formule. L'enjeu, remporter le marché de l'avion européen. Nous avons à ce moment-là dessiné, puis testé en soufflerie sur des petites maquettes. Je crois plus d'une douzaine de configurations complètement différentes. Et c'est de ça qu'un jour, nous avons pu extraire une formule qui nous a paru particulièrement adaptée aux besoins que nos états-majors étaient en train d'exprimer. Très rapidement, l'aile Delta s'impose. Elle tire son nom de sa forme triangulaire. L'aile Delta, sa principale qualité, c'est qu'à poids égal, elle est extrêmement solide par rapport à une voilure classique. Sa pénétration dans l'air est facilitée, et donc on va plus facilement en supersonique. L'aile est couplée avec des plans canards. Ces petits ailerons placés à l'arrière du cockpit créent des turbulences sur la voilure. Ils améliorent la portance et rendent l'avion plus maniable. Le canard a été étudié en tenant compte de l'expérience du Mirage 4000 sur le plan aérodynamique. Il y avait une influence très favorable des canards sur une aile Delta, et là ils sont devenus carrément pilotables alors. Mais ils sont pilotables, c'est les calculateurs, hein. Le pilote, lui, il ignore totalement ce que font les canards. Et ça a été la révolution, puisque ces deux technologies se rencontrant, on a pu créer un avion qui marche très très bien. Et ben, le gros intérêt, j'y arrivais. Souvenez-vous, un Mirage 3 avait une vitesse d'approche de l'ordre de 180 nœuds. Et là, on va se poser à 110. C'est génial. Réduire la vitesse d'approche pour apponter sur un porte-avions, un élément clé pour l'aéronavale française. « 1980, Salon de Hanovre. Dassault et les Allemands de MBB exposent chacun leur maquette. 2 ans plus tard, Salon de Farnborough. C'est au tour de Panavia, un consortium germano-italo-britannique, de présenter son avant-projet. Les Anglais mettent 70 millions de livres sur la table pour développer un démonstrateur en vol, invitant Dassault et MBB à rejoindre Panavia. Mais pour les Français, le projet n'est pas convaincant. C'est un biréacteur. Pour qu'on ait un vrai biréacteur, il faut que s'il arrive un incident sur un des réacteurs, l'autre réacteur soit complètement protégé. Ça veut donc dire que ce qui alimente les réacteurs en air, c'est-à-dire les entrées d'air et les manches à air, soient complètement séparés. L'avion anglais a un défaut majeur à nos yeux, c'est que les 2 entrées d'air sont côte à côte. Ce qui fait que si en supersonique, un moteur a un problème, ça remonte dans l'entrée d'air, dans l'amont, et ça repasse dans l'autre. Et ça veut dire que là, on a un faux bimoteur. On n'est pas protégé. Ça, ce sont des conditions de conception sur lesquelles on ne nous aurait jamais fait changer d'avis. Conséquence, en décembre 1982, Charles Hernu, alors ministre de la Défense, annonce que la France construira seule son démonstrateur. Ce sera l'ACX, nom de code de l'avion de combat expérimental. Après les maquettes, voici venu le temps des expérimentations en vol. 2 concurrents vont s'affronter, l'ACX de Dassault contre l'EAP de Panavia. Et bien entendu, ils voulaient essayer de le faire voler le plus tôt possible. Et quand on a appris leur calendrier, nous, on s'est dit, il faut qu'on vole avant eux. Et si les Anglais avaient mis sur la table un avion expérimental avant le nôtre pour éventuellement démontrer une formule, nous perdions un élément de négociation.
Les équipes de Dassault et celles de Panavia se livrent une guerre sans merci et travaillent d'arrache-pied. L'enjeu, être le premier à faire voler son démonstrateur. Dans cette course contre la montre, la motorisation est cruciale. Le choix de la propulsion pour les avions de combat est toujours un choix difficile. Et l'idée, c'était d'avoir un moteur qui se fait oublier quand on le manœuvre, ce qui est très important pour un avion de chasse, et qui soit performant. La SNECMA est contactée pour la propulsion de l'ACX. Pour l'entreprise nationale, l'avenir de sa branche motorisation militaire est en jeu. Perdre le marché de l'ACX pourrait lui être fatal. C'est elle qui fabriquait déjà les moteurs des avions précédents. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a dans le pays, hein? C'est de bonne guerre. Mais la mise au point de son nouveau moteur M88 demande encore 3 ans. C'est trop. On avait à cette époque-là 2 moteurs américains qui s'appellent les F404, qui sont les moteurs du F-18. Solution simple, eh bien nous allons prendre sur l'étagère des moteurs américains. Ils sont connus, par conséquent il n'y aura pas de surprise. Ils n'ont qu'un petit inconvénient, c'est qu'ils sont un peu gros. Et donc l'ACX démonstrateur va être un peu plus gros que nécessaire. Chaque partie de l'avion est un défi technologique. Les commandes de vol électriques de l'ACX seront numériques, donc pilotées par un ordinateur. Une première. Donc on assure, grâce aux commandes de vol, la sécurité de l'avion. L'avion ne peut pas se mettre en décrochage, il est protégé. Les commandes de vol pilotent aussi le réacteur dans les phases automatiques, allègent donc considérablement la tâche du pilote. Et du coup, le pilote peut se concentrer à sa mission. Le numérique, tout le monde le vit tous les jours. Hein. Un ordinateur, ça plante, vous savez pas pourquoi. Bon, un avion, faut pas que ça plante. Si ça bug, l'avion est perdu. Et son pilote aussi. La grosse trouille, pour dire ça, c'est la fameuse erreur de logiciel qui balance toutes les gouvernes en butée, vous voyez, et qui peut casser l'avion. Sur un système aussi important, vital pour l'avion, la maîtrise des commandes de vol est essentielle. C'est la raison pour laquelle Marcel Dassault a voulu que les commandes de vol d'un avion soient entièrement faites par l'avionneur. 7 années se sont écoulées depuis la demande des états-majors. Et l'avion expérimental de Dassault prend forme. Avec son aile Delta, ses plans canards, ses commandes de vol numériques et bientôt son moteur SNECMA. Pour devenir l'avion européen, l'ACX doit surpasser le AP de Panavia et convaincre les états-majors des pays partenaires. Bien des difficultés ont été surmontées pour concevoir cet ACX. Mais il manque une donnée clé pour emporter le marché de l'avion commun. Un cahier des charges précis, signé par les 5 pays. Un jour, les ministres de la Défense des 5 pays se sont réunis, ont dit « Alors, chef d'état-major, vous avez ordre de vous mettre d'accord. » Ce que nous, les constructeurs, nous attendions. Et un jour, nous sommes convoqués pour qu'on nous remette la fiche de définition opérationnelle de l'avion de combat européen, signé des 5 chefs d'état-major. Enfin, nous avions une spécification commune. Et, force a été de constater qu'effectivement, les 2 premières pages du document comportaient la signature commune des 5 chefs d'état-major. Il y avait derrière 5 annexes qui demandaient des choses différentes. Dès lors, la rupture est inévitable. Elle est entérinée le 2 août 1985 au sommet européen de Turin. Les enjeux sont bien sûr militaires, mais également économiques. Le gouvernement français tient à sauver son industrie aéronautique, et particulièrement la SNECMA, d'où le refus des Français d'équiper le futur avion de moteur anglais Rolls-Royce. Il y avait des exigences trop différentes d'un pays à l'autre. Le besoin exprimé par les autres conduisait un avion trop gros, trop lourd, trop cher, pas assez polyvalent. Il y a eu de réels efforts pour essayer de se mettre d'accord. Et puis ça n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle la France s'est retirée du programme. La France a décidé de faire un avion adapté à ses besoins à elle, et y compris marin, donc marin et armée de l'air. Et puis de l'autre côté, les autres pays se sont regroupés pour faire ce qui allait devenir l'Eurofighter, mais il s'appelle le Typhoon officiellement, donc il y a Rafale d'un côté et Typhoon de l'autre. Le Typhoon et le Rafale, que l'on appelle toujours EAP et ACX, seront donc concurrents. Péché d'orgueil français, penseront certains, nécessité opérationnelle diront d'autres. Toujours est-il que les 4 ex-partenaires ne seront pas acheteurs du Rafale. Les difficultés commerciales que connaîtra l'avion de Dassault prennent-elles racine en cette année 1985 ? C'est pourtant celle où il va voir le jour. Quand à un moment donné un avion prend corps, on se dit le moment est venu de présenter aux autorités
quelques mois avant le premier vol, de présenter aux autorités donc cet avion. 14 décembre 1985, atelier de Saint-Cloud. C'est le grand jour pour l'avion qui est présenté aux autorités en présence de Marcel Dassault. Selon la légende, c'est lui-même qui lui donne son nom, le Rafale. C'était une de ses dernières apparitions. Il avait dit la fameuse expression « ce sera un avion mondial ». Quand les journalistes lui avaient dit « alors votre avion il n'est pas européen », il avait dit « il sera mondial ». Il a toujours des réparties dans ce genre-là, Marcel Dassault. Marcel Dassault a eu pendant un temps des sentiments mitigés vis-à-vis des Rafales, au début. Marcel Dassault, visionnaire, a toujours aimé des avions relativement petits de taille, donc pas trop chers, de façon à ce qu'on puisse les exporter largement. Et au tout début, je me souviens de mes discussions avec Marcel Dassault, attention, ne faisons pas un avion trop gros, etc. Il est vrai qu'il entendait ce que voulaient les autres Européens à cette période, qui nous tiraient vers le haut. Dieu merci, nous avons réussi à rester dans une taille raisonnable, et à ce moment-là, je pense que Marcel Dassault a compris que la tendance était la bonne. Mais c'est vrai que les ingénieurs de bureau d'études que nous étions, pendant un temps, nous avons été sous une très forte pression de sa part pour continuer à faire un avion le plus petit possible, parce qu'il avait peur que si l'avion était trop gros, trop important, trop lourd, on aurait du mal à l'exporter dans beaucoup de pays clients. Ayant vu un jour de 1909, par hasard, passer un avion dans le ciel, il n'y avait pas souvent à cette époque, il comprit tout d'un coup que sa vie serait consacrée à fabriquer ces drôles de machines volantes et que l'aviation était entrée dans son esprit et dans son cœur. Depuis son plus jeune âge, Marcel Dassault a rêvé de fabriquer des machines volantes. À force de travail, de flair et de talent, il a créé l'une des plus grandes sociétés aéronautiques au monde. Cet entrepreneur de génie, dont nombre d'avions portent le nom, ne verra pas son dernier ouvrage quitter le sol. Il quitte lui-même ce monde le 17 avril 1986, quelques mois seulement avant le premier vol du Rafale A. Partout dans les usines, on s'affaire pour mettre au point le démonstrateur du Rafale. L'enjeu, prouver au monde que la formule Dassault est la bonne afin de passer au stade du prototype. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le mieux, c'est encore de voler avant l'avion anglais, qui lui aussi prend forme. Au cours du programme, la motivation était telle dans les équipes françaises qu'à 2 reprises, nous avons raccourci le programme en cours de route pour que l'avion vole en gros 9 mois avant la date qu'on avait initialement mis sur la table. Ayant commencé à faire marcher cet avion au sol, brancher l'électricité, brancher l'hydraulique, mis du carburant, puis ensuite aller sur ce qu'on appelle l'air de point fixe pour commencer à faire tourner les réacteurs, à un moment donné, on se dit, apparemment, tous les systèmes sont au point, sont réglés. Nous réunissons tous les partenaires, ingénieurs, chefs mécaniciens, pilotes, tous ceux qui s'occupent des servitudes autour de l'avion. Nous sommes sur le terrain d'essai en vol. Et l'on pose la question à chacun, individuellement, en votre âme et conscience, est-ce que vous avez tout fait pour que cet avion soit prêt à voler? Et il faut une réponse de chacun qui dit oui, nous sommes prêts. C'est une date que j'oublierai jamais. Il y a de l'adrénaline, beaucoup. Il y a un stress comme un chanteur ou un artiste de théâtre avant de rentrer sur scène. Hein. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus depuis 2 ans et tout. Qui tous ont essayé de faire leur possible pour que tout se passe bien, qui ont fait des trucs extrêmement pointus, très très soigneux et tout. Et vous vous dites, faut pas que je leur casse leur jouet quand même.
m'avez dit accepter 5. Et la première remarque que me fait Guy, bah, tu vois, gros-père, ça s'est passé comme au simulateur. Techniquement, on a fait fort, hein, parce que on a fait Mach 1.3 au premier vol. Premier vol, Mach 1.3. Chaque fois qu'il y avait un vol d'un prototype, dès que le pilote était revenu, hop, il y avait le téléphone, il fallait parler à Marcel Dassault. Alors, que pense le pilote de mon avion, il disait. Et malheureusement, bah, il n'a pas vu le premier vol. Nous, on était quand même assez fiers, quand même, en tant que Français, parce que l'EAP, donc l'expérimental Aircraft Programme des Anglais, bah, il était au parking et il ne pouvait pas voler. On a volé avant eux, on était méchants parce que EAP, nous, on l'appelait encore au parking, alors qu'on volait déjà. On était assez contents d'ailleurs de voir l'autre avion expérimental au sol. Les deux avions avaient été lancés pratiquement en même temps. Nous, on était en vol à Farnborough et pas eux. Farnborough 1986. Au grand salon aéronautique anglais, le Rafale A et l'EAP se font face pour la première fois. Ils ont pris énormément de risques parce que leur avion, ils ont fait leur premier vol, je crois, 15 jours avant le salon. Ils sont arrivés au salon de Farnborough, ils étaient vraiment dans les tout premiers vols et ils étaient un peu sur la pointe des pieds et du coup, le pilote anglais que je connaissais, ouais, il n'a pas pu faire ce que je pouvais déjà faire moi avec le Rafale. À la stupeur complète, les Anglais ont découvert notre avion expérimental en vol. Ça a été un choc pour beaucoup. Il faisait déjà des figures, il montrait sa manœuvrabilité. Je pouvais faire ce que je voulais avec. Il atterrissait en 250 mètres sans parachute. Alors que l'avion anglais, 15 jours après le premier vol, il était limité, il faisait des virages très larges et tout. Donc on a bien noté qu'il y avait des différences fondamentales qui apparaissaient. Malgré ce succès, chez Dassault, on est inquiet. Le Rafale doit maintenant passer du stade du démonstrateur à celui du prototype. Et la mésaventure du Mirage 4000, stoppé à l'état expérimental, a marqué les esprits. Les industriels ont beaucoup participé au financement de cet avion. Et on ne savait pas du tout si ça aboutirait. Car pour être officiellement lancé, le projet Rafale a besoin de l'aval des politiques et des états-majors. Mais la navale ne partage pas l'enthousiasme de l'armée de l'air. Les amiraux ne croient pas que le Rafale puisse apponter. La marine voulait s'acheter des F-18 sur étagère. On nous a expliqué que jamais une aile delta n'apponterait sur un porte-avions parce que traditionnellement les ailes delta avaient des vitesses d'approche rapides. La technologie des commandes de vol électriques a permis d'avoir des vitesses d'approche plus faibles. Et puis ensuite, on a développé la voilure canard sur un Rafale qui permettait encore d'arriver plus lentement. Donc il était important que Dassault montre qu'on savait faire un avion marin. Le 30 avril 1987, Yves Kerhervé amène le Rafale A en approche sur le pont du Clémenceau, un des deux porte-avions français de l'époque. On voulait démontrer la capacité d'un Rafale à se présenter sur un porte-avions. Alors il n'avait pas structurellement la capacité de toucher parce qu'on l'aurait cassé. On remettait les gaz, je crois, à 50 cm. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le destin du Rafale dépend toujours de la décision des politiques.
Au Salon du Bourget de 1987, le discours du Premier ministre Jacques Chirac est attendu avec fébrilité. Deux décisions majeures pour l'industrie aéronautique française et européenne peuvent être aujourd'hui officiellement annoncées. Le programme d'avions de combat futurs dérivés du Rafale, destiné à équiper, à partir de 1996, l'armée de l'air et la marine nationale. Le jour où ça a été signé, ça a été la fête. Hein. Le lancement d'un avion tiré du Rafale. Le Rafale A, le démonstrateur, a rempli sa mission. Le programme Rafale est officiellement lancé. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le moteur M88 de la SNECMA est prêt. Pour définir le moteur, il y avait plusieurs critères. Être toujours capable d'aller en supersonique élevé. Ce qui est important, c'est les consommations spécifiques, c'est-à-dire le rendement du moteur. On veut pouvoir faire la même mission avec 30% de pétrole en moins. Et l'idée, c'était d'avoir un moteur qui se fait oublier quand on le manœuvre, ce qui est très important pour un avion de chasse, et qui soit performant. Nous arrivions avec un moteur pouvant fonctionner à une température beaucoup plus élevée, donc avec des possibilités de puissance supérieure lorsqu'il fonctionnait à sa température maximale. Pour tester ce nouveau moteur, plus petit et plus puissant que le F404 américain, Dassault va innover. Nous avons enlevé un moteur américain et nous avons mis un moteur M88 tout nouveau, ce qui nous donnait une certaine sécurité de vol. Et ça, c'est une configuration pour faire des mises au point de moteur qui est bien agréable quand on a affaire à des moteurs nouveaux. C'est dans cette étonnante configuration que le Rafale A s'élance pour être soumis à de nombreux tests. Il y a plus d'un millier de paramètres qui sont envoyés directement, dont beaucoup sont récupérés dans une salle d'écoute, et votre voix, et votre respiration d'ailleurs, passe en permanence et écoutée en bas. On est seul dans l'avion avec 25 personnes. On fait quoi? Mac 1-2. Allez, on a... C'est parti pour Kiki, on déplie avec 7G5. On va aux limites réelles de l'avion, on fait même plus. Pour que si un jour, après, un utilisateur dépasse, il n'est pas d'ennui. Pendant les nombreux essais du Rafale A, le C-01 est à l'étude. Ce prototype va bénéficier d'idées simples, expérimentées sur son aîné. Comme celle, par exemple, d'avoir un poste de pilotage conçu pour et avec les utilisateurs. C'était le premier avion pour lequel on s'était dit, bon, on met un pilote et on fait le cockpit autour. Tout est pensé pour simplifier l'environnement cabine, afin de décharger le pilote et lui permettre de se consacrer pleinement à sa mission. Il n'y a pas de raison qu'un avion soit plus difficile à mettre en route qu'une voiture. Débrouillons-nous à faire en sorte que cet avion, on monte dedans, on s'assoit, un tour d'un bidule, boum, les deux moteurs partent. Bon, on l'a fait. Il y a un espèce de rototo là, un truc multiple. Alors on tourne par cran, poum, premier cran, ça ouvre le pétrole, l'arrivée de pétrole. Deuxième cran, pouf, ça met en route les pompes. Troisième cran, ça allume le démarreur. Et puis après, une impulsion, ding, ding, moteur gauche, moteur droite ou pas. Le M88, plus petit que le moteur américain, affine la silhouette du Rafale C-01. Mais le prototype va connaître d'autres modifications par rapport au Rafale A. Des modifications classées confidentielles défense. En 88, on nous a mis dans notre fiche programme une condition de furtivité pour notre avion. En 10 ans, les moyens de détection radar ont fait des progrès considérables. Pour mener leur mission, les avions de guerre modernes ont la nécessité d'être furtifs, c'est-à-dire le moins repérable possible par les défenses aériennes ennemies. Les ingénieurs de Dassault et ceux de Thomson CSF, la future Thales, vont s'appliquer à rendre le Rafale invisible. En jouant sur les formes, les matériaux et en développant un système de protection électronique, ils vont repenser l'avion afin qu'il absorbe et dévie les ondes radar. Alors donc on a tout redessiné. Tout a été vraiment étudié pour réduire au minimum ce qu'on appelle la signature radar de l'avion. Entre le Rafale, le C-01 et le Rafale A,
Il n'y a rien de commun. Pourtant, quand vous les voyez, vous dites que c'est le même avion. Ça ressemble, mais toutes les formes, il n'y a pas une forme identique. Il n'y a rien de commun à part les roues. Bien sûr, nous sommes dans des domaines un peu confidentiels, mais disons que la signature vue par l'avant d'un Rafale, c'est la signature d'un moineau. Le Rafale A vole depuis 1986. Au cours de centaines d'heures d'essais, il a démontré toutes ses capacités, a été poussé à ses limites et a permis de tester le moteur Snecma. L'avion expérimental blanc a terminé sa brillante carrière. Le prototype C-01, dans sa livrée noire, entre en scène. Équipé de 2 moteurs M88 et désormais furtifs, ce Rafale décolle pour la première fois le 19 mai 1991. Si l'avion n'a plus rien de commun avec le Rafale blanc, pour les pilotes d'essai, la prise en main du C-01 est une simple formalité. De ce prototype, Dassault va décliner une version marine, le Rafale M01. Les seules différences, c'est d'abord les trains, qui sont plus costauds sur l'avion marin, et la crosse. Tout le reste est identique. Un avion embarqué sur un porte-avions est catapulté, c'est-à-dire que sur 75 mètres, vous devez tirer quelque chose qui peut peser jusqu'à 20 tonnes. Eh bien, ça passe par le train avant. Donc vous imaginez qu'il faut quelque chose d'extrêmement costaud. Et donc le train d'atterrissage d'un avion marine est énorme. Un train avant d'avion air fait 50 kg, un train avant d'avion marine fait 200 kg. L'appontage est un exercice un peu violent qui consiste, pour de simples raisons de précision, à ne pas arrondir quand on se pose. Si on veut se poser dans une zone qui fait en gros 30 mètres, il faut supprimer complètement cette phase d'arrondi et donc impacter avec des vitesses verticales fortes. Alors la crosse d'arrêt, c'est une crosse d'arrêt qui arrête l'avion en 60 mètres, 70 mètres. C'est pareil, elle prend 70 tonnes, 75 tonnes de traction vers l'arrière. L'avion marine fait 700 kg de plus que son camarade de l'armée de l'air. À part les appareaux, ça se dit comme ça, les appareaux marins, le train et la crosse, les avions sont rigoureusement identiques. En vol, vous ne pouvez pratiquement pas différencier un avion air d'un avion marin. Le premier vol sur M01, c'est un moment assez fort. Vous avez le président Serge Dassault qui est là, Bruno Revlin, il y a tout un tas de monde là autour de vous. Il faut tâcher de faire les choses proprement. Le Rafale Marine M01 prend son envol le 12 décembre 1991. Bon, les qualités de vol de l'avion sont les mêmes que celles du C sur lequel j'avais déjà volé et à peu près du Rafale A que je connaissais bien. C'est une fête. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail et c'est un pas vers le futur, donc c'est ça qui est important. La piste d'un avion marine, c'est le pont d'un porte-avions. Une piste courte, délicate, dangereuse, dure pour les avions comme pour les pilotes. Alors, le Rafale M01 va d'abord apprendre à apponter et à être catapulté depuis la terre ferme. On était allé à Lakehurst aux États-Unis pour faire des campagnes de ce qu'on appelle de navalisation, enfin de carrier suitability, comme disent les Américains. Et là, on avait fait tout un tas de catapultage. À bord, Elvira va sauter, à bord et commandez-vous. L'avion ne volait pas au début. On tirait la catapulte, l'avion roulait, on revenait, on en faisait un autre un peu plus vite. Après, on réfléchissait, les ingénieurs dépouillaient, on repartait. Et puis après, on est arrivé à des vitesses suffisantes pour assurer la rotation de l'avion et le décollage. On se reposait, on recommençait. C'est bon, 5,56 EMS. Donc, le premier catapultage, en dehors de l'environnement, de la vraie mer et des moutons, c'était parfaitement aucune surprise. Alors, il y a ce qu'on appelle les ASSP, c'est-à-dire appontage simulé sur piste. C'est une manœuvre quand même qui demande beaucoup de précision et d'attention. Et donc, en général, avant d'aller sur le porte-avions, les pilotes s'entraînent, ils font ce qu'on appelle donc des ASSP. Donc, on avait fait ça, bien sûr. On avait fait ça à Istres. On avait
des officiers à pontage qui venaient nous faire tourner, comme on dit. Oh, elle est haute. Allez, mon coco. On remonte ça. Voilà. Allez, mon coco. Allez, mon coco. J'étais prêt, j'avais la manœuvre dans la tête et le calibrer, quoi. On partait d'Istres de chez nous. Le porte-avions croisait au large à une cinquantaine de nautiques au sud de Marseille. Tout était prêt, donc j'ai décollé pour être à peu près à l'heure. On se prête au-dessus du porte-avions, on fait un circuit, on fait quelques remises de gaz, de manière à ce que les officiers d'appontage commencent à prendre un peu leur marque, et puis le pilote aussi, bien sûr. On fait des touch-and-go, hein, carrément, on va toucher le pont et on repart, la crosse est en rentrée. C'est franchement pas une manœuvre très facile. Et lorsque tout va bien, que les approches sont jugées stables par les officiers d'appontage, on vous dit, ben ok, tu peux y aller. Sur l'axe. 500 pieds, top. Et enfin, on sort la crosse et on accroche le bras. 1 nautique. 350 pieds, top, avance à miroir. Miroir. Là, on a ponté, après les ingénieurs dépouillent, regardent si tout s'est bien passé, on mesure des tas de contraintes sur les trains et ainsi de suite. Et après, lorsqu'on a réfléchi et digéré tout ça, on repart. Alors, je pense que c'était le lendemain. Le Rafale s'est posé sur un porte-avions avec succès. L'heure est maintenant au premier catapultage. Afin de pouvoir s'arracher du pont d'envol, la catapulte va devoir amener le Rafale à 260 km/h sur 70 mètres, et ce, en moins de 2 secondes. Une accélération comparable à 2 fois celle d'une Formule 1. En sortie de pont, vous avez une rotation de l'avion assez brutale, parce qu'on va chercher dans les presque 20 degrés par seconde à cabrer. Le maximum qu'on prenne dans ces cadres-là, c'est 5 G5, mais longitudinalement. Hein. On n'a pas les mains sur les commandes. On a un blocage de la manette des gaz, qu'elle ne recule pas, et on ne met pas la main sur le manche. C'est une vieille habitude qu'ont tous les pilotes d'aviation embarqués. On salue, on pose sa main sur la cuisse et on attend. Ensuite, on récupère. En gros, c'est pour éviter de faire une bêtise. En 1994, les prototypes Rafale C-01 pour l'armée de l'air, B-01 dans sa version biplace pour embarquer un navigateur et M-01 pour l'aéronaval ont passé toutes les épreuves. Alors que le prototype DA-1 Typhoon, dérivé de l'EAP anglais, débute seulement ses essais, le Rafale, lui, entre en production avec 3 années d'avance sur son concurrent. À partir de ce moment-là, on peut dire ça y est, c'est bon, on tient et on peut lancer la série.
Partout en France, les ateliers de Dassault et de ses partenaires, ils sont près de 500, se mettent en branle. Le fuselage est sculpté à Argenteuil et les ailes à Martignas. C'est à Biarritz que l'on fabrique la dérive et à Poitiers que l'on s'occupe de la verrière et des plans canards. À Villaroche, la SNECMA produit les moteurs M88, tandis que dans ses laboratoires, ceux de Pessac et d'autres, Thales peaufine les systèmes électroniques de détection, de brouillage et de combat qui vont faire du Rafale une arme redoutable. Comme les pièces d'un puzzle géant, ces éléments convergent vers Mérignac, près de Bordeaux. Ils vont être assemblés dans la grande usine. À l'aube des années 2000, le premier Rafale de série est quasiment prêt. Avec plus de 9 ans de retard, car le projet initial prévoyait l'avion pour 1992. Mais dans le monde industriel en général, et en particulier dans celui de l'aéronautique militaire, ces glissements de programme sont monnaie courante. Et ce ne sont pas les producteurs du Typhoon qui démentiront cette évidence. Lancé en même temps que le Rafale, son concurrent européen ne sera livré qu'en 2004. Difficultés techniques, décisions ajournées, budget renégocié, nouveaux impératifs, évolutions technologiques, nécessités stratégiques rebattent sans cesse les cartes et impliquent des retards. Le 18 mai 2001, la flottille 12F de l'aéronaval basée à Landivisiau est la première unité à recevoir ses Rafales, en remplacement des Crusaders, retirés du service 2 ans plus tôt. Ce même jour, le porte-avions Charles de Gaulle, tant attendu par la navale, est armé et opérationnel. Les Rafales de la 12F se posent enfin sur le pont de leur nouveau porte-avions. C'est un moment très émouvant parce que c'était pas évident d'avance qu'on ferait un très bon avion marin. C'est un rêve qui s'accomplit parce que être au départ des premiers coups de crayon d'un avion et puis devoir voler, c'est quand même l'aboutissement d'un rêve. L'armée de l'air devra attendre quelques années avant de voler sur Rafale. Les premiers sont livrés à l'escadron 1-7 Provence de Saint-Dizier en juin 2006. Pour ces pilotes habitués au Mirage 2000 ou F1, comme pour ceux de la navale qui abandonnent leur super étendard, il faut réapprendre et découvrir de nouvelles sensations. Aujourd'hui, nous n'avons plus grand-chose à dire, si ce n'est d'écouter les opérationnels, les pilotes des armées, qui reviennent de mission et qui nous disent ce qu'ils ont fait. Le premier vol, ça reste la découverte de la puissance de la machine, la découverte des commandes de vol, la première fois où on passe sur un avion avec un manche sur le côté. Il est sur le côté, il est tout petit, et après avoir décollé au bout de 15 minutes, j'y pensais même plus. C'est tellement naturel, en 10 secondes, voilà, l'affaire est faite. On se demande pourquoi auparavant on n'avait pas mis le manche sur le côté finalement. C'était sur une mission de défense aérienne avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. La première chose qui m'a marqué, c'est qu'on a fait une figure que je n'aurais même pas imaginée en Mirage 2000. Et arrivé en haut de la figure, il se plaignait que ça manquait de puissance. Et je lui ai dit, tu te rends compte de ce qu'on vient de faire? Il dit oui, mais tu verras, au bout d'un moment tu t'y habitues et c'est comme d'habitude, tu as toujours l'impression qu'il t'en manque. On découvre des sensations, on découvre un environnement, un bruit différent. Il y a des voix, des sons différents. Ce qui nous impressionne, c'est la poussée qui est complètement sans commune mesure avec celle qu'on a sur Mirage 2000. On a un avion qui est très puissant. Les qualités de vol sont excellentes, on a un domaine de vol qui est encore plus large. Ce qui est très impressionnant, c'est ses capacités dans les très basses vitesses. Il y a le confort. C'est un avion dans lequel on a gagné énormément en confort. On l'a bien vu après sur des missions de très longue durée. Quand on attaque les missions au simulateur, on a fait 5 semaines de cours au sol avant. Donc l'environnement il commence à être bien connu. On a passé des heures à essayer de photographier les planches de bord, mémoriser déjà tout ce qu'on pouvait faire avant d'arriver au simulateur. C'est vrai que quand le travail intellectuel et la prise de connaissance des mains et des doigts, c'est complètement différent. C'est vraiment comme un pianiste qui fait des gammes. Donc il faut les faire jusqu'à quand on n'ait plus besoin de réfléchir pour utiliser une fonction. Il faut que les doigts s'habituent et aillent chercher les boutons sans que le cerveau ait besoin de donner un ordre. Le combat, des fois, ça se joue en quelques secondes, donc il ne faut pas qu'on perde de temps dans notre interface avec le système. Le 11 septembre 2001, 10 années après la chute de l'Union soviétique, l'ennemi prend un nouveau visage. En Afghanistan, une coalition internationale déclare la guerre au régime des talibans. La France y engage ses forces. Les Rafales, ceux de l'armée de l'air, basés à Dushanbe, au Tadjikistan, comme ceux de l'aéronaval depuis le Charles de Gaulle, mènent des opérations de soutien et de bombardement. Pour le Rafale, c'est le baptême du feu.
Mais pour les militaires, l'avion n'est pas encore tout à fait opérationnel. Il est d'ailleurs modifié en urgence afin de porter des bombes à guidage laser. Le Rafale n'est pas non plus totalement autonome. Au printemps 2007, c'est accompagné des anciens Mirage 2000 et Super Étendard que le débutant mène ses premières missions, avec succès. Dès l'année suivante, les Rafales relèvent certains Mirages et prennent leur place au sein de la coalition. Désormais basés à Kandahar, au cœur de l'Afghanistan, ils porteront des coups décisifs aux talibans. Début 2011, le printemps arabe secoue la Libye. Un mouvement insurrectionnel veut renverser le régime du colonel Kadhafi. La riposte est sanglante. En mars, la France intervient dans le cadre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Objectif, protéger les civils libyens pris sous le feu des forces fidèles à Kadhafi. Nous sommes intervenus avec le premier vol, donc le 21 mars, pour intervenir donc sur le théâtre libyen. Bien entendu avec les moyens de ravitaillement en vol. Liner southwest, 15 miles, 3000. Clear plan block 3, for Roma, 36,000 approved. Rally caution, liner south, 10 miles, you continue vector 060 by the rest. On interagissait avec des AWACS américains, avec d'autres moyens sur le théâtre, et le Rafale s'est intégré sans aucune difficulté dès le premier jour. Les Rafales, désormais opérationnels, sont d'abord chargés de maintenir une zone d'exclusion aérienne. Le caractère omnirôle du Rafale a été démontré dès le premier jour, puisque des avions sont entrés pour faire une mission de défense aérienne, donc interdire aux forces libyennes le survol de toute une zone qui était donc orientée vers Benghazi. Également a permis de faire une frappe ciblée sur des moyens militaires qui menaçaient la population. Les avions français et les Rafales en l'occurrence ont survolé la Libye. C'était les premiers avions de la coalition à survoler ce territoire-là. Et en l'occurrence, il n'y avait aucune frappe préalable des installations militaires au sol. Donc tous les radars de défense aérienne et tous les systèmes de défense solaire libyens étaient encore actifs. Il a fallu faire appel aux capacités de détection et de brouillage du Rafale lui-même, qui lui a permis au final de ne pas être engagé
Aucun appareil n'a été abattu par les défenses libyennes. La Libye, ça a permis de démontrer un certain nombre de capacités, de démontrer le potentiel de l'avion, et surtout, je crois, de montrer que 20 ans après son premier vol, l'avion fonctionnait comme il était prévu dès le départ. Le Rafale surclasse tous les avions que j'ai pu piloter. C'est un avion qui est complet, qui sait tout faire, qui ne demande qu'à évoluer. On n'imagine même pas ce qu'on peut encore faire avec cet avion. Le but d'un outil de combat, c'est de se faire oublier. S'il est bien fait, on l'oublie. Et le Rafale est tellement bien fait qu'en mission de combat, il se fait oublier. Donc on n'a pas à dépenser d'énergie pour gérer le système. Le système, il se gère quasi tout seul. Tout ce dont on a besoin pour se battre est au bout des doigts. Il représente un vrai saut en avant par rapport aux générations précédentes. Ça facilite grandement le soutien déjà. On peut imaginer que si on a une seule flotte d'appareils, on a un seul type de pièces détachées, une seule chaîne logistique en fait. Là en plus on a une synergie pour la première fois entre l'armée de l'air et la marine qui utilisent le même appareil. On a pu développer un avion Rafale qui, avec le porte-avions Charles de Gaulle, représente le fer de lance de la défense française. La démonstration opérationnelle a été faite. Elle a été faite à bord du porte-avions, pour les avions de la marine qui sont allés en opération. Elle a été faite pour l'armée de l'air. Là, c'est vraiment une conclusion qui nous réconforte parce qu'elle valide des choix qui, pour certains d'entre eux, ont été faits il y a 20 ans. Si c'était à refaire, bah, je referais, bien sûr. J'ai eu une chance énorme parce qu'il y a peu d'occasions de faire des choses comme ça dans sa vie. C'est quelque chose de très fort. Alors Rafale, c'est une aventure dans laquelle beaucoup d'entre nous ont mis toutes leurs tripes. Rafale comme d'autres, mais Rafale particulièrement, c'est un programme, oui, qui me tient chaud au cœur. C'est l'œuvre d'une vie, oui. Début 2013, des Rafales sont intervenus au Mali pour repousser les rebelles liés à AQMI, démontrant une fois de plus leur efficacité. Ces succès opérationnels seront-ils annonciateurs de succès commerciaux? Le Rafale et le Typhoon se sont affrontés à plusieurs reprises sur des marchés à l'exportation, toujours à l'avantage de l'avion français, comme en Inde, où le Rafale a été déclaré vainqueur en 2012 de l'appel d'offres pour la fourniture de 126 avions. S'il se confirme, l'intérêt de grands pays pourrait transformer la formidable aventure humaine, technologique et industrielle du Rafale en succès commercial. Mais c'est une autre histoire.